Cerno. Épisode 92. 3, 2, 1. C'est le matin, il est 9h56 et je suis à Paris dans le 5e arrondissement, rue du Cardinal Lemoine, à 2 pas du Paradis Latin, l'endroit où Paulin et Mathurin se sont rencontrés. Mais c'est pas là que je vais. Je vais au Collège de France, dans la même rue, rencontrer l'anthropologue Grégory de la Place, qui a travaillé sur l'invisible, les fantômes, les maisons hantées, pour lui parler de cette histoire du réveillon. J'y suis, c'est au numéro 52. Collège de France, Institut des civilisations. Communication établie. Oui, bonjour, j'ai un rendez-vous avec Grégory de la Place. L'inconnu est partout. Ils étaient deux. Ouais, ils étaient deux. Ils l'ont massacré. L'amour. L'espèce humaine est cruelle. Moi, c'est Julien. Ce jeune garçon souriant menait la vie facile. Notre société aime les corps jeunes. On sait qui c'est derrière. Vous avez des beaux yeux. J'ai horreur des hommes. Oh, j'ai été belle. Cet homosexuel branché des nuits parisiennes. Moi ? Vous êtes tombé amoureux d'elle. L'amour. J'ai suivi l'affaire Grégory. Ouais. Nous, on s'occupe pas des autres. J'ai souvent rêvé que Madame Secaresco trouve une forme de place ailleurs que dans ma mémoire. Elle me hante en fait depuis toujours. Tout cela nous fait peur. Elle a été tuée. Cerno. Bonjour, vous êtes Grégory ? Oui. Julien, enchanté. On va faire l'interview, j'imagine dans votre bureau, vous avez un bureau ? Ouais. C'est la rédaction de la revue L'Homme. D'accord. Allons-y. Ouais. C'est la première fois que je viens ici. Ouais. C'est les bâtiments du Collège de France, de l'Institut des civilisations. 2e étage. Donc on emprunte un long couloir vert et gris. On est dans le bureau de la revue L'Homme. Vous déplacez un gros carton. Vous voyez, c'est un peu encombré de livres. C'est quoi cette revue alors ? Et ben, c'est la revue d'anthropologie générale qui a été fondée par Lévi-Strauss en 1962. Donc vous êtes directeur de la revue ? Je suis directeur de la revue. C'est une fonction que je partage avec Isabelle Yahya-Mackenzie, qui est elle aussi anthropologue. Comment vous êtes devenu anthropologue ? Oh, ben on va s'asseoir, c'est une longue histoire. Je suis devenu anthropologue assez tôt. En fait, c'est quelque chose que j'ai voulu faire assez tôt, sous l'influence de ma tante, Nathalie. Elle-même est anthropologue, spécialiste de l'Amazonie. Et donc j'ai été bercé par ces récits de terrain, de voyage, et qui m'ont incité à mon tour à vouloir explorer les différentes façons dont les hommes vivent et habitent les lieux. Donc c'est elle qui vous a initié ? C'est elle qui m'a initié, oui, on peut dire ça, oui. Ouais. Comment on peut vous présenter ? Du coup, vous êtes un anthropologue de l'invisible, ça vous va comme ouais, définition ? Ça pourrait aller, c'est quelque chose que je partage avec d'autres anthropologues qui travaillent aussi sur l'invisible. Mais c'est vrai que l'invisible est assez central dans mes travaux. J'essaye de réfléchir à la meilleure façon d'envisager cette notion pour réexaminer tout un tas de phénomènes auxquels on pensait différemment avant, quoi. Notamment les fantômes. Les choses invisibles nous entourent et les fantômes sont un très bon laboratoire pour comprendre comment les choses invisibles se manifestent dans le monde des humains. Et comment vous en êtes venu à vous intéresser aux fantômes ? Alors, comment j'en suis venu à m'intéresser aux fantômes, ça c'est vraiment les aléas de l'ethnographie. J'étais parti en Mongolie pour y faire mon travail ethnographique, mon travail d'observation participante. Donc je m'étais retrouvé dans une région du nord-ouest de la Mongolie avec un sujet dont j'avais décidé avec ma directrice de thèse. C'est un petit peu comme ça qu'on fait quand on démarre des recherches dans n'importe quelle discipline, et en anthropologie en particulier. Ce sujet, c'est les rituels funéraires en Mongolie. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure que on saisit pas toujours en tant que jeune étudiant les implications relationnelles de son projet ethnographique. Et un projet ethnographique autour des rituels funéraires, ça impliquait que quelqu'un meure en fait, et que je puisse documenter le traitement de sa mort.
Sauf que, en fait, quand on commence à faire de l'observation participante, ce qui implique d'avoir des amis, ce qui implique de construire des liens proches dans une communauté, ça veut dire qu'on ne pourra travailler que si quelqu'un avec qui on a construit des liens vient à mourir. On doit profiter dans son étude d'un événement malheureux de la communauté, ce qui est abominable en fait. Et c'est là où j'ai commencé à me détacher de l'exigence d'étudier la mort comme événement, et de travailler plutôt sur toutes ces petites circonstances du quotidien dans lesquelles les morts surviennent. Et là, les fantômes se sont retrouvés au centre. Et c'est ça qui m'a semblé tout de suite excitant intellectuellement, c'est de voir ramener au centre tout un tas d'aspects marginaux de la mort. C'est des aspects marginaux de la mort qui concernent non pas tant la mort en tant qu'événement, mais les morts en tant qu'acteurs discrets, parfois pas très discrets, de la vie sociale. Donc j'ai eu la chance d'être conduit auprès d'une femme qui était la sœur de la personne avec qui je passais le plus de temps en Mongolie et qui était un petit peu mon hôte de référence en Mongolie, celui qui me supportait avec le plus de patience, quoi. Et il se trouvait que sa grande sœur avait eu quelques expériences troublantes et donc il m'a conduit auprès d'elle. Et donc après quelques jours chez elle, un dialogue s'est instauré dans lequel elle s'est sentie à l'aise et désireuse de raconter ses histoires, non seulement celles qui lui étaient arrivées, mais en fait celles qui lui avaient été racontées, parce que elle avait une sensibilité particulière pour ce genre de phénomène, mais elle était aussi très curieuse de ces phénomènes d'une manière générale, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte que chaque récit était tellement riche qu'il ouvrait un monde en soi. Elle avait une profondeur qui était aussi due à... Comment dire, c'est plutôt une façon d'habiter le monde, c'est une certaine sensibilité. Elle a une sensibilité pour des phénomènes météorologiques, des petits événements infra-perceptifs pour la plupart du temps, pour la plupart des gens, qui, elle, l'affectent directement. Donc, des bruits qu'elle trouve particulièrement désagréables, des changements de température qu'elle supporte pas. Elle a une sensibilité extrême qui lui donne, en fait, qui lui procure un certain inconfort dans le monde qui est très troublant et qui, moi, me touche énormément, en fait. Elle est un petit peu trop sensible pour ce monde, mais en termes corporels, je veux dire, c'est pas une fragilité psychologique, c'est quelqu'un qui est très fort psychologiquement, mais qui a une sensibilité au monde dont le corps et les sens sont trop affûtés pour le monde des humains. Et c'est ça qui m'a vraiment fasciné, touché, et qui jusqu'à aujourd'hui, en fait, m'émeut chez elle. Quelque chose qui a vraiment résonné et qui a ensuite, en fait, orienté tout mon travail sur l'invisible. C'est-à-dire qu'être au contact de cette femme a affiné votre sensibilité ? Oui, mais l'ethnographie, c'est pas autre chose, hein. C'est parvenir à se rendre sensible à des sensibilités qui se déploient dans des termes différents des nôtres, hein. On apprend à se rendre sensible à la sensibilité d'autres humains. On ne vit qu'à condition de pouvoir s'ajuster avec des humains différents de nous. Donc vous avez fait votre terrain en Mongolie, votre thèse. Ouais. Ensuite vous êtes rentré et vous avez travaillé sur les maisons hantées en Angleterre. C'est vrai que j'ai à ce moment-là, je me souviens, ça fait partie de ces idées, on ne sait pas trop où on les a eues ou d'où on les a entendues, mais on les traîne un petit peu avec soi, et pendant plusieurs années, j'ai traîné cette idée qu'il y avait cette société savante en Angleterre qui a été fondée pour étudier les phénomènes paranormaux à la fin du XIXe siècle, qui avait recueilli des témoignages de rencontres avec des fantômes, notamment dans des maisons hantées, et qui continuait de les recueillir et qui avait une base de données de récits de rencontres avec des fantômes et avec l'invisible. Il s'agit de sollicitations de la part de particuliers qui habitent dans une maison où il se passe des choses qui souvent les perturbent et les empêchent de continuer à vivre normalement. Donc une sollicitation de venir enquêter dans ces maisons. Et donc ces archives contenaient aussi le récit des enquêtes, non seulement par les membres de cette société, mais aussi par d'autres institutions qui se croisent dans ces maisons pour essayer de rendre compte de ce qui se passe dans des maisons qui sont considérées comme hantées.
C'est un moment où on espère, enfin la fin du 19e, à partir du milieu du 19e, jusqu'en gros au milieu du 20e siècle, c'est un moment où on espère que les maisons hantées pourront rentrer dans le giron des faits scientifiques acceptables et pourront ouvrir la science et donc les populations, la civilisation, à une compréhension élargie de l'univers. Donc c'est un moment où on espère que les sciences psychiques pourront aller main dans la main avec la psychologie, l'astronomie, la physique, la chimie, pour nous aider à explorer les continents inconnus encore de notre univers. Continent intérieur pour la psychologie, continent extraterrestre pour l'astronomie, mais c'est le même registre en fait d'entreprise de connaissances. Donc il y a un grand enthousiasme au début pour les enquêtes dans les maisons hantées, et les représentants de cette société, de la Society for Psychical Research, la Société pour la recherche psychique, cherchent des événements de maisons hantées pour pouvoir enquêter dessus, quoi. Au fur et à mesure, ils se découragent, et vers les années 50, ils sont à peu près persuadés que les maisons hantées ne sont pas un bon cadre pour documenter les phénomènes psychiques. Et ils abandonnent progressivement le terrain des maisons hantées comme lieu de savoir. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais il se passe justement pas grand-chose. Il se passe pas suffisamment de choses objectivables. C'est ce qu'ils reprochent aux maisons hantées, c'est-à-dire que non seulement les phénomènes ne viennent pas sur commande, ça c'est quelque chose qu'ils regrettent dès le début, c'est-à-dire que quand quelqu'un dit qu'une maison est hantée, en général, vous allez y passer même quelques jours, vous voyez pas grand-chose, et ce que vous voyez ou ce que vous constatez que les autres voient, vous pouvez jamais décider s'ils l'ont vraiment vu, s'ils se sont laissés influencer par quelqu'un d'autre, s'ils pensent qu'ils l'ont vu mais qu'en fait ils ont rien vu. Il y a un défaut d'objectivabilité de ces phénomènes qui les découragent et qui leur font conclure, sans conclure en fait, après avoir rassemblé des dizaines de cas. Attention, c'est pas du tout une conclusion oisive, hâtive et inconséquente. Je veux dire, c'est des gens qui vont dans les maisons à répétition, systématiquement, pour y recueillir les témoignages des habitants, pour y observer la configuration des lieux, etc. Mais au bout de toutes ces enquêtes, à un moment, ça s'essouffle parce que la conclusion, c'est toujours peut-être qu'il se passe quelque chose, mais on ne peut pas vraiment savoir quoi. Et on ne peut pas vraiment démêler ce qui est de l'ordre du parapsychologique et ce qui est de l'ordre du psychologique. Ce qui est de l'ordre d'une fragilité psychologique des habitants qui se mettent à voir un petit peu n'importe quoi pour caricaturer leurs conclusions, et ce qui serait de l'ordre d'une perception augmentée du monde, due aux capacités exceptionnelles de quelqu'un, ou due à la présence d'un phénomène objectif qui se déroulerait et dont on pourrait observer les manifestations. C'est indécidable. C'est pas que toutes les maisons hantées sont des coups montés, pas du tout. Ils arrivent à voir que la plupart du temps, c'est pas des coups montés. C'est pas non plus que tous les gens qui sont dans des maisons hantées sont des personnes fragiles psychologiquement. Non, la plupart, ils ont l'air d'être à peu près sains d'esprit, ou au moins au début des phénomènes, parce qu'après, les phénomènes les affectent et les rend effectivement un petit peu nerveux. C'est que, justement, on n'arrive jamais à décider ce qui est quoi. On n'arrive jamais à décider la composante psychologique du phénomène, la composante réellement psychique, donc paranormale, du phénomène, et la composante juste artificielle. Il y a une indécidabilité qui décourage les enquêteurs. Donc moi, j'ai repris ces archives, et notamment celles du moment où les enquêteurs se découragent, et notamment un enquêteur qui s'appelle Donald West, et qui, qui fait des enquêtes méticuleuses, on dirait avec l'ambition de clore le dossier. Lui, il veut faire les enquêtes les plus méticuleuses possibles pour justement montrer que les sciences psychiques n'avanceront plus dans les maisons hantées, que ça ne marchera pas. Donald West, on l'invite en disant venez me dire ce dont il s'agit, quoi. Et Donald West, il y va et il documente le phénomène. Et puis à la fin, il dit en fait, je sais pas trop de quoi il s'agit. Peut-être que c'est ça, peut-être que c'est autre chose. Et donc il se dérobe à chaque fois à l'injonction qui lui est faite de dire qu'est-ce qui se passe chez moi. Donald West, il dit j'en sais rien.
à part moi, je peux, dit-il, il dit, je pense que en fait, il se passe rien d'intéressant, il se passe rien d'intéressant du point de vue des sciences psychiques, et peut-être que vous devriez collectivement aller vous faire soigner. Je pense que le plus souvent, il pense ça à part lui-même, mais il le dit pas, et ça n'aboutit pas à une mesure concrète, quoi. Alors je voudrais lire un petit passage de votre livre « Les intelligences particulières, enquête sur les maisons hantées » au sujet d'une dame, Mrs. Butt, qui habite un manoir en Angleterre et qui écrit en 1946 à la Société de recherche psychique pour lui demander son aide. Et c'est donc Donald West qui s'occupe de l'affaire. Madame Butt était allongée dans son lit, en train de lire à la lumière de sa lampe de chevet, quand elle aperçut soudain, dans l'encadrement de la porte de sa chambre, la silhouette d'un homme se tenant debout face à elle, à quelques mètres du pied de son lit. L'homme était plutôt grand, 1m70 environ, semblait avoir 45 ans et avait le visage fin et allongé. Malgré l'heure tardive et sa présence inopportune dans la chambre à coucher d'une dame, son apparence n'avait rien d'anormal à première vue. Il aurait pu être l'un des ouvriers qui travaillaient à la restauration du manoir pendant la journée. C'est d'ailleurs ce que Madame Butt a commencé par penser, puisque cela faisait justement plusieurs jours qu'elle ne dormait pas chez elle pour laisser les travaux se dérouler. Ce genre de rencontre fortuite et gênante s'était d'ailleurs déjà produite par le passé. Un ouvrier qui avait obtenu un contrat à la dernière minute était revenu pendant la nuit chercher ses outils. Plusieurs choses, pourtant, semblaient étranges dans l'apparence et l'attitude de cet homme qui suggère à Madame Butt qu'il ne s'agissait pas d'un ouvrier. Plus profondément même, il y avait comme quelque chose d'anormal dans les circonstances de cette rencontre. Pour commencer, elle ne l'a pas entendu monter à l'étage où se trouve sa chambre, alors que l'escalier arrive juste à côté de sa porte. Cela lui a tout de suite fait craindre qu'il puisse s'agir d'un cambrioleur. Dès qu'elle en a eu le loisir, Madame Butt s'est donc empressée d'appeler la police. Non seulement les agents n'ont pas trouvé d'intrus en arrivant sur les lieux, mais ils n'ont pas pu non plus constater de vol ou même d'effraction dans la maison. Cela ne la surprend finalement qu'à moitié, car l'apparition avait en fait montré d'autres signes d'étrangeté qu'il avait déjà laissé suspecter qu'il ne s'agissait pas d'une personne ordinaire, même mal intentionné. Il y avait son attitude d'abord. Il restait silencieux lorsqu'elle l'interpellait. « Qui êtes-vous ? Que faites-vous ici ?» Silence. La silhouette se contentait de la dévisager. Pire encore, dit-elle, l'homme souriait de toutes ses dents, en la regardant fixement. Il se tenait aussi d'une manière bizarre, son bras droit raide le long du corps, comme s'il évitait de l'utiliser, tandis qu'il agitait sa main gauche, avec insistance, comme pour lui dire au revoir. Madame Butt prit peur, et continua d'interpeller la silhouette, qui finit par s'éclipser, aussi silencieuse qu'elle était apparue. Parce que les gens, ils demandent quoi, en fait ? Les gens qui font appel à la Société pour la recherche psychique, ils demandent une qualification. La plupart du temps, oui, au moins implicitement. Qu'est-ce que c'est, quoi ? Voilà, qu'est-ce que c'est ? À quoi j'ai affaire ? Ouais, à quoi j'ai affaire. Et j'ai retrouvé, en fait, dans l'incapacité des témoins, dans les archives dans lesquelles je travaillais, à partager profondément, significativement, l'expérience qu'ils avaient faite. L'expérience qu'ils avaient faite était toujours ramenée à quelque chose de plus simple ou de différent par les enquêteurs qui les écoutaient. Et souvent qui les écoutaient avec bienveillance, mais qui ne pouvaient pas expliquer ce qui leur arrivait sans le réduire et sans l'aplatir, en fait, et sans le dénaturer. Donc ces témoins n'arrêtaient pas d'essayer d'exprimer quelque chose qu'ils étaient visiblement les seuls à pouvoir comprendre, vraiment. Vous m'arrêtez si je dis des bêtises, mais quand on lit votre livre, on a l'impression qu'il y a deux conceptions du monde qui s'affrontent. En fait, il y a les témoins des apparitions, et quand des gens comme Donald West ou d'autres en fait balayent ces événements quelque part, on a l'impression qu'il y a un truc un peu viriliste en fait, que les apparitions sont réservées à des gens qui sont nerveusement faibles et plutôt féminins en fait, et qu'en fait les hommes ne pourraient pas croire à ça. C'est un peu rapide ce que je dis, mais c'est un peu le sentiment que j'ai à la lecture de votre livre. Je pense qu'en effet, c'est quelque chose qui est dans l'inconscient des scientifiques de l'époque, que la science exige des qualités masculines. L'observation, c'est quelque chose qu'on fait soit sur quelque chose, ça va avec une certaine position de surplomb, de domination, de pénétration dans les phénomènes. Je veux dire, il y a tout un imaginaire masculiniste qui se déploie autour de la pratique scientifique de l'époque. Et en particulier,
dans les sciences psychiques, en particulier, et donc la Société pour la recherche psychique, la même sur les archives desquelles j'ai travaillé, authentifie les médiums en les dénudant, en les attachant, et tout ça. Et au-delà de la contrainte physique, il y a l'idée que la capacité d'observation objective implique de se départir de certaines émotions et affects sensibles qui sont justement l'apanage des femmes, quoi, ou des hommes efféminés. Et qu'il faut être objectif, dépassionné homme pour faire la lumière sur des phénomènes qui sont de l'ordre de la sensibilité, de la capacité à être possédé par des esprits qui sont des qualités éminemment féminines, en fait, à cette époque-là, considérées comme éminemment féminines. Et donc, en effet, il y a une affirmation masculiniste et une performance scientifique de genre qui distingue des hommes objectifs et des objets féminisés et qu'il faut arriver à dominer, quoi. Donald West, lui, il n'hésite pas. Donald West, il a une performance très masculine de la science. Lui, il est vraiment de ce côté assertif et dominateur du regard scientifique objectif surplombant, qui doit être porté par une attitude virile, quoi. Il n'a aucune hésitation à dire que, étant donné que quelqu'un a l'air sexuellement ambigu, et il utilise souvent le terme queer, qui a ce sens déjà à cette époque-là, le fait que quelqu'un ait une sexualité ambiguë le rend moins fiable comme témoin. Parce que justement, il porte en lui une féminité, ou en tout cas une performance ambiguë de sa masculinité, qui le rend moins disposé à l'observation objective. Donc voilà, j'ai repris ces archives en essayant de réhabiliter les témoignages des habitants, tels qu'ils étaient exprimés dans les lettres qu'ils envoyaient à la société, ou tels qu'ils étaient restitués par les rapports de Donald West, qui encore une fois sont des rapports de grande qualité, très méticuleux et très consciencieux. Donc de les réhabiliter pour voir ce qu'ils essayent de dire sur le phénomène, que refuse d'entendre l'enquêteur, que refuse de prendre en compte l'enquêteur, parce que ça ne rentre pas dans sa définition de ce qu'un être peut être. J'ai essayé de sortir un tout petit peu, mais légèrement, je veux dire timidement, ça fera rien bouger dans la discipline, et ça résoudra encore moins le changement climatique. Mais j'ai essayé de sortir un tout petit peu dans des limites de ma discipline, en allant jusqu'à tenter de qualifier ce que ces phénomènes étaient en général. J'ai essayé de faire plus que lui dit ça et l'autre dit ça. Et j'ai essayé de dire, étant donné leur désaccord, voilà ce que semble être un fantôme. Et alors ? Justement, c'est un être qui se déploie dans le cadre d'une intelligence particulière. C'est un être que certaines personnes seulement deviennent capables de percevoir en vertu d'une certaine intelligence qui les distingue. En fait, qui les distingue en tant que groupe, mais qui se déploie autour d'une personne, elle-même caractérisée par une capacité de perception plus profonde. Et ces personnes sont capables de percevoir ce que d'autres ne peuvent pas, en vertu d'une certaine position qu'ils ont été appelés à occuper dans le champ social de leur époque. C'est un certain type de personnes, quoi, qui en sont arrivés là du fait d'un certain nombre d'expériences qui les ont mises dans une position d'étrangers relatifs par rapport à leurs contemporains. Et après la guerre, on voit beaucoup de vétérans qui deviennent capables de voir des choses qu'ils n'étaient pas capables de percevoir auparavant. Quand vous dites que vous êtes anthropologue, que vous travaillez sur les fantômes ou sur l'invisible, j'imagine qu'on doit vous opposer pas mal de railleries parfois, parce qu'en fait, souvent on dit que c'est une question de croyance, mais vous, c'est pas ce que vous dites. C'est pas la façon dont j'ai choisi de l'aborder, parce que ça renvoie en fait les événements de fantômes hors du monde, ou dans une partie du monde qui est là sans être vraiment là. C'est dans la tête des gens, quoi. Éviter de parler de croyance, c'est laisser ouverte la possibilité que les fantômes rentrent dans notre monde, et dans le monde matériel, et que l'invisible, justement, ne soit pas quelque chose de complètement opposé au visible. Et que l'invisible, c'est pas ce qu'on voit jamais, mais c'est ce qui apparaît. Et que ces apparitions ne sont pas juste des récits, et n'existent pas seulement dans le langage,
mais adviennent vraiment dans un monde que certains humains, par opposition à d'autres, sont capables de percevoir. Certains humains, et pas seulement humains d'ailleurs, un certain groupe d'êtres humains et animaux sont capables de percevoir, contrairement à d'autres. Mais l'idée, c'est justement de dynamiter ces grandes oppositions, ces grands clivages, ces grands murs qui ont été posés dans le monde entre des registres qui, en fait, n'arrêtent pas de s'interpénétrer, nature-culture, matériel, immatériel, réel, imaginaire. Il y a des événements du monde qui ne cessent de traverser ces oppositions et qui nous arrivent en tant que traversant ces oppositions. Et la croyance, c'est une manière de remettre de l'ordre en disant non, mais il y a des choses qui sont réelles, il y a des choses qui sont imaginaires, les fantômes, c'est imaginaire, c'est de l'ordre de l'élaboration culturelle, c'est des histoires que les gens se racontent et auxquelles ils croient plus ou moins. À partir du moment où on se refuse cette facilité, on s'oblige à envisager les fantômes comme des événements au sens plein du terme, c'est-à-dire comme un certain type d'être qui se déploie effectivement dans un monde dont du coup il faut redéfinir les limites et les contours. Bon, c'est un premier travail qui demande à être poursuivi de toute façon. C'est un livre qui ouvre des questions plutôt qui n'apporte des réponses précises. Ça vous a changé, ces travaux ? C'est possible, oui. Ça me rend en fait de plus en plus humble et de plus en plus timide face à toute conclusion qui serait possible de formuler. Et même là, en me laissant aller à vous dire je pense que j'ai réussi à apporter une première définition de ce qu'est un fantôme, je me rends compte que c'est encore une fois reconduire un projet de scientifique de définition du monde, quoi. Et que le livre essaye d'être au service de tous les participants à ces affaires, de toutes les voix qui se croisent dans ces maisons, et essaye de choisir le moins possible une manière de qualifier le fantôme. Puisque personne n'arrive à se mettre d'accord sur ce qu'est un fantôme, c'est comme un truc sur lequel personne ne peut être d'accord que j'essaye de le définir. Pour essayer justement de faire justice à toutes les voix qui en présence, et même à celle de Donald West d'une certaine manière. Et plutôt que d'avoir l'impression de mieux savoir que les autres, et d'avoir une voix distinctive et surplombante, d'essayer au contraire de redonner de la voix par la mienne à ce qui n'a pas été entendu dans les déclarations de chacun des participants, ce qui n'a pas été entendu même par les participants eux-mêmes. Est-ce que ça a changé votre façon de voir le monde, en fait ? Est-ce que ça, quelque part, ça n'a pas épaissi le mystère ? Oui, je pense. En tout cas, j'espère, en fait, ce que j'espère dans ce livre, c'est que ça l'a rendu intéressant. C'est que ça rend ce mystère intéressant et qu'on ne puisse pas se contenter de rabattre sur ce mystère sur quelque chose qu'on connaissait déjà. J'aimerais qu'on arrive à prendre toute la mesure de ce qu'est une apparition sans essayer d'en faire l'émanation d'un problème différent, plus large ou plus réduit, quoi. Et qu'on puisse prendre l'apparition comme un événement dont on n'aura jamais fini de rendre compte, en fait. Et qu'on cesse d'essayer d'expliquer l'apparition pour pouvoir mieux en rendre compte. De cesser de vouloir rabattre ces phénomènes sur une explication, par exemple sur le contexte de l'après-guerre qui permettrait d'expliquer pourquoi les fantômes apparaissent, sur même les relations de genre et la domination masculine qui permettrait d'expliquer ce que sont ces fantômes. Toutes ces choses participent à l'existence du fantôme, mais ne l'épuisent jamais en fait. Et donc se retenir d'expliquer les phénomènes pour mieux saisir comment les personnes les vivent, c'est vraiment l'effet que j'espère aura ce livre. Le meilleur effet qu'il pourrait avoir, c'est l'effet qu'il a sur moi, de me retenir d'expliquer pour rendre compte plus fidèlement et mieux écouter. Voilà. Me retenir d'expliquer pour mieux écouter, en fait. Parce que si on n'explique pas, ça veut dire qu'on écoute. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que l'explication, c'est remplacer la voix des autres par la sienne. L'explication est toujours une substitution. Et c'est quelque chose qui me déplaît, en fait, de plus en plus, esthétiquement presque. Je trouve cette substitution toujours un peu vulgaire, de vouloir remplacer un phénomène par quelque chose qui l'explique, qui, en fait, du coup, l'efface. Un fantôme, en fait, c'est une conséquence de la guerre. Bon, le fantôme disparaît, la guerre revient au premier plan.
Les fantômes sont des êtres de la guerre, mais la façon dont ils se déploient après la guerre, en Angleterre, reste à documenter, en fait. Et on ne la documente jamais aussi bien que quand on se retient de l'expliquer. Expliquer, c'est toujours écarter, c'est cesser de se confronter au phénomène en tant que phénomène. Donc la résistance à l'explication, c'est, je crois, l'effet le plus direct que ces enquêtes, et le fait de devoir réenquêter sur ces enquêtes, a eu sur moi. Je résiste de plus en plus à la tentation d'expliquer, et je suis de plus en plus fatigué par les efforts d'explication de mes collègues. Peut-être j'ai moins de patience pour la discussion des différentes explications possibles de ces choses-là. Est-ce que vous connaissez Thierry Paulin ? À suivre. Fin de la première partie.